Bonjour tout le monde et merci encore d'être venu et pour l'organisation. Donc là, aujourd'hui, je vais changer un peu de cadre parce que mon intervention, c'est un travail qui s'inscrit dans une approche plutôt littéraire et en sciences humaines. Donc, voilà. OK. En Martinique et en Guadeloupe, le jardin créole est traditionnellement un petit terrain situé aux abords de la maison ou un peu plus éloigné dans la forêt. Il y a plusieurs noms et plusieurs nuances de ce qu'on pourrait appeler le jardin créole, mais en général, cette espèce privée est cultivée pour nourrir ses propriétaires et combler des besoins médicinaux, alimentaires, spirituels et ornementaux. Il se caractérise par une riche biodiversité qui s'oppose à la monoculture. Les plantes poussent sans engrais chimiques. Leur croissance dépend des relations mutuelles entre espèces. Comme le dit Catherine Benoît, qui est présente à cette conférence, ces jardins sont une expression des relations entre les êtres humains, les végétales et leur monde au sens plein du terme. Des espaces de projection des cosmogonies entières. Le jardin créole est touché par le chlordécone, vient de présenter, et d'autres pesticides qui modifient considérablement sa forme, sa fonction et ses pratiques. Le sol pollué perd, par exemple, ses valeurs nutritives, ce qui rend une production diversifiée difficile, ou encore, en raison du risque d'empoisonnement, les jardiniers et jardinières ne peuvent pas cultiver de légumes racines dans les sols contaminés. Ces changements soulèvent des questions qui touchent non seulement le rapport à la terre, mais aussi à la pérennité du jardin créole. Le jardin créole n'a jamais été figé, sa forme et sa fonction même sont le produit de relations multiples et changeantes au fil du temps entre humains et non-humains, plantes et le paysage. Il a évolué à partir des Ixchali, jardin du peuple Kalinago, avant de se transformer sous l'influence et l'histoire des parcelles de subsistance attribuées aux personnes esclavisées, aussi des travailleurs engagés et celles cultivées par les marrons dans les monts. Même sa culture reflète cette métamorphose, les plantes devant être alternées et combinées afin de ne pas épuiser le sol. Cependant, les jardins créoles ne sont pas simplement des espaces de coexistence, de résistance ou de souveraineté. Sur l'habitation, ces jardins privés étaient, dans certains cas, encouragés par les esclavagistes afin de ne pas avoir à fournir de nourriture. Ils occupent donc une position paradoxale dans la reproduction de l'aménagement paysager colonial et des dynamiques de pouvoir postcolonial. Au cours des dernières décennies, en réponse à la toxicité et à l'urbanisation, le jardin créole n'a cessé de se transformer. Son évolution contemporaine reflète les changements socio-économiques et géographiques de l'espace entier. En général, ces changements sont perçus négativement. L'abandon de modèles traditionnels signale moins de terres cultivables, freine l'accès aux produits frais et favorise la perte des connaissances botaniques et agricoles transmises de génération en génération. Mais au lieu d'abandonner leurs parcelles, les jardiniers et jardinières trouvent des solutions innovatrices. Par exemple, des planteurs surélevés à partir de matériaux recyclés, récupérés, ou encore des jardins partagés dans les zones urbaines. L'état actuel du jardin créole pourrait être une évolution attendue, une expression de la transformation enracinée dans le jardin, un changement continu inhérent à sa nature créole, bien une évolution vers quelque chose d'entièrement différent. Je ne cherche pas à aboutir à la définition exacte du jardin créole, j'examine plutôt comment cette notion évolue parallèlement aux transformations culturelles et environnementales, en particulier en réponse à la pollution. Le jardin créole, avec ses principes d'évolution, mélange la matière concrète à la métaphore de son histoire, d'où la nécessité d'une approche attentive à la fois à ses formes physiques et métonymiques. Il sert donc comme exemple concret pour centrer l'invisible et l'imprévisible dans une époque incertaine et troublante.
La transformation du jardin créole sous l'effet du chlordécone dépasse la sphère physique en se manifestant dans la littérature et l'art. Aujourd'hui, j'examinerai les formes et les fonctions changeantes du jardin créole dans les paysages réels, littéraires et artistiques afin d'illustrer certaines manières de survivre sur une terre polluée. Donc, cette présentation s'inscrit dans le parcours de ma recherche de thèse en littérature, qui m'a amenée en Martinique et en Guadeloupe, où j'ai effectué un travail de terrain. J'y ai discuté avec des jardiniers et jardinières, des artistes et des chercheurs et chercheuses, et j'ai remarqué que les enjeux liés à la pratique et à la forme du jardin créole se reflètent à la fois dans l'expérience vécue des jardiniers et dans l'art et la littérature. Donc, aborder ce sujet par le biais de la littérature et de l'art diffère bien sûr des sciences sociales, mais mon rapprochement de ces domaines s'inscrit dans une longue tradition d'écrivains et écrivaines caribéens mélangeant les sciences sociales, la politique, l'environnement et la littérature. Le paysage est inséparable de l'histoire de la région et joue un rôle central dans la littérature antillaise. Édouard Glissant, par exemple, nous incite à penser le paysage comme bien plus qu'un décor ou un arrière-plan. Sa poétique du paysage nous incite donc à considérer à la fois l'histoire, la littérature et l'environnement. Aujourd'hui, je me concentrerai spécifiquement sur les représentations du jardin créole produites par des femmes, écrivaines et artistes des Antilles françaises, en m'appuyant sur la pensée écoféministe et le féminisme décolonial dans leur étude de la résistance aux structures impériales et patriarcales qui, historiquement, associent et approprient les corps des femmes et la terre. Comme le suggère Omesike Natasha Tinsley, les métaphores du paysage liées à la féminité sont au cœur d'une politique de décolonisation érotique révélatrice de pratiques féministes, qui permettrait une récupération de la relation entre les femmes et la terre. Ce contexte cadre mon étude car la dissection de ces récits d'exotisme genré est particulièrement importante pour une analyse du jardin créole, traditionnellement divisé par des rôles de genre. Donc, dans cette présentation, je propose 2 exemples de réflexions différentes sur la manière de donner sens à la signification du jardin créole au présent. Le premier est le roman Moins qu'après, publié en 2008 de Gisèle Pineau. Et le deuxième est une installation de 2019 faite au CRAC à Alsace de l'artiste guadeloupéenne Minia Biabiani, intitulée « Qui vivra verra, qui mourra saura ». Mon analyse portera sur l'utopie du jardin créole, tout en interrogeant l'érosion associée des traditions et de la mémoire culturelle. Donc, Moins qu'après aborde explicitement les effets du chlordécone sur la vie contemporaine en Guadeloupe, présentant le jardin comme un lieu intimement lié à la crise de la pollution. Dans Moins qu'après, Pineau emploie la figure du jardin à la fois concrètement et comme métaphore, en interrogeant les possibilités ou impossibilités du jardin comme symbole d'une éthique féministe du soin. Dans le roman, une communauté de femmes, appelée la Congrégation des filles de chant, vit dans un jardin paradisiaque au sommet d'un morne. La vision de la congrégation proclame que leur communauté en haut de la colline est la solution aux maux du monde. Le jardin occupe un rôle central dans la congrégation. Il assure la subsistance alimentaire, ce qui permet de conserver l'isolement de la communauté. Le jardin édénique de la congrégation se distingue du paysage urbanisé en dessous, appelé le monde en bas, décrit comme répugnant, presque apocalyptique, violent et pollué. Les femmes sauvées, dont beaucoup sont d'anciennes prostituées toxicomènes, abusées et battues, ont trouvé leur chemin vers le Moins qu'après dans l'espoir d'être guéries sous la supervision de la fondatrice Mère Pacôme. Mais en fait, Mère Pacôme contrôle toutes les actions et procédures s'appliquant au corps des femmes et à la terre, afin qu'elles deviennent les plus pures. Sur le morne,
Toute contamination possible du monde en bas est évitée. Pas de plastique, vêtements du monde en bas changés pour les mêmes habits amples pour toutes. On y travaille toute la journée dans le jardin, mais on n'a pas le droit de déjeuner. Le régime est strict, pas de sucre, pas de viande, pas d'aliments transformés ou importés. Ces restrictions sont présentées comme des choix moraux, environnementaux et sanitaires. Aucun homme n'est autorisé dans la communauté et aucun homme ne naît sur le mont Caprès. Nous découvrons plus tard l'infanticide sélectif pratiqué par les dirigeants, la première d'une longue série de pratiques corrompues et violentes dissimulées afin de protéger l'existence continue de la congrégation. À la fin du roman, la congrégation se dissout alors qu'un incendie déchire le monde, brûlant la communauté. Les femmes retrouvent les vêtements du monde en bas et descendent du monde. La paix, la pureté et la coexistence prêchée s'avèrent ainsi superficielles, une fausse apparence. Cette congrégation n'est finalement ni salvatrice ni rédemptrice, mais bien dominatrice et répressive. Je souhaite souligner l'évolution des représentations du jardin dans Mont Caprès, d'abord édénique, puis ordonné, répressif et enfin détruit. Une logique binaire compose le contexte et le propos du roman, miroir de l'insularité de la congrégation. Monde contre rabbin, jardin contre monde en bas, pureté, pollution, femmes, hommes. Sur le monde, le jardin s'oppose et est intentionnellement déconnecté des problèmes perçus juste en bas. Cela ne suffit cependant pas à en faire un espace de résistance. Le monde et le jardin mettent l'accent sur la notion erronée d'une division géographique facile comme solution à des problèmes complexes. Au contraire, le roman positionne le jardin et le monde comme des terrains d'expérimentation, au sens littéral comme au sens figuré, pour réfléchir aux questions plus larges de la survie et de l'existence dans les Antilles. Mont Caprès ne revendique donc pas le monde ou le jardin comme un lieu équilibré et harmonieux, mais plutôt comme un lieu d'agitation qui génère des opportunités inattendues grâce à ses défaillances. Tournons-nous maintenant vers l'art visuel pour une deuxième représentation du jardin. Je m'appuierai ici sur un jardin créole ni vivant ni planté, mais construit pièce par pièce. Qui vivra verra, qui mourra saura, de Minia Biani aborde les changements et la disparition du jardin créole en raison de la pollution et en parallèle, elle thématise la perte du savoir végétal soignant et spirituel intergénérationnel ancré dans l'espace du jardin créole. En représentant le jardin créole par une forme sculpturale déconstruite, faite de céramique et de tissu, l'installation de Minia Biani fait appel à la fois à la matière et à l'imperceptible, aux sensibilités en réponse au paysage touché par ces deux crises interdépendantes. Le titre fait référence à une plante ornementale aux propriétés magico-spirituelles, le croton. Le croton peut être connu sous l'un ou l'autre nom, qui vivra verra ou qui mourra sera, en fonction de sa grande variété de couleurs, de la forme de ses feuilles et de son emplacement dans le jardin. Traditionnellement situé en bordure de jardin, il protège les habitants et éloigne les mauvais esprits. Son nom témoigne également du savoir transmis entre générations. Ici, les haies, au-delà de cette maison sans mur, sont des feuilles individuelles, suspendues au plafond par des bouts de ficelle. Dépourvues de couleur, ces touffes ne sont pas forcément protectrices comme le croton vivant. En revanche, elles démarquent étrangement une frontière poreuse entre le jardin privé et l'espace public. L'installation reflète un paysage domestique entier traditionnel, une maison, des haies et un jardin. La maison est divisée en deux pièces comme une case.
Au sol, elle est démarquée par des lignes de sel, ce qui peut être utilisé comme substance purificatrice. Cette évocation de purification peut signaler une sorte d'antidote, un mot de guérison du jardin devenu espace invivable et toxique. Mais aussi, ces lignes de sel peuvent être facilement franchies ou déplacées. Ne sont pas fixes, mais impermanentes. Le jardin squelettique est composé de longues et fines pièces de céramique qui ressemblent à des feuilles, à la fois suspendues et posées sur le sol. Nous sommes habitués à ce que les plantes poussent à partir du sol et non qu'elles pendent du plafond comme des lianes. Une telle suspension, improbable, immerge le spectateur. Le jardin suspendu compose un espace labyrinthique, figé dans l'espace et le temps. Le jardin est ainsi une ombre du jardin créole, planté et en pleine croissance, encore vivant, profondément lié à l'histoire et à la culture antillaise, mais d'une présence faiblissante face à de nouvelles limites physiques. Sa forme et sa fonction, réduites, ne le privent pas de sens. Au contraire, elles permettent de repenser la notion de jardin en tant que récipient et support de la mémoire. En se promenant dans le jardin créole suspendu de Biabiani, la mémoire peut être rappelée, modifiée, puis retracée pour prendre une nouvelle forme et un nouveau sens, élargissant ainsi le tissu narratif du jardin créole. Ces deux représentations du jardin créole et de ces changements évoquent des pratiques de survie et de régénération qui affrontent les réalités polluées au lieu de les éviter. Elles nous permettent d'examiner la pollution et la perte comme une histoire qui relie les paysages touchés aux êtres vivants, ouvrant ainsi la possibilité de raconter et de redire des récits multiples à partir de ces lieux fragiles. Dans mon caprice, le jardin est une utopie paradisiaque qui finit par reproduire un poison physique et moral. En construisant, puis en déconstruisant une communauté harmonieuse, ratée, fondée sur des principes de retour à la terre comme évasion, Pinault attire l'attention sur la nature hostile et corrompue d'un mode d'existence idéalisé. Elle détruit littéralement l'esthétique du paradis afin de signaler par son aspect menaçant une forme plus complexe de résistance aux visions coloniales imposées du jardin comme pur ou utopique. Faisant appel à Suzanne Césaire et son refus de la littérature qui décrit un paysage caribéen exotique en cachant l'histoire douloureuse et violente qui en fait partie intégrale, Pinault s'ouvre au chaos et à l'aura maléfique du monde, dans les mots de Suzanne Césaire, qui a pris le jardin. Dans le jardin créole de Biabiani, il ne s'agit pas d'une abondance projetée sur les paysages tropicaux, ni de la biodiversité constitutive du jardin créole. Son installation transforme le jardin en un espace inanimé et suspendu, qui réunit les différentes manifestations de la toxicité invisible, la perte de savoir et la forme du jardin. Biabiani nous incite donc à contempler la pollution avec l'idée de l'absence. Toutes deux peuvent être constamment et indéniablement présentes. Cette œuvre attire l'attention sur ce qui manque. Parmi ces grands vides et ces espaces percutés par des morceaux de céramique, il n'y a pas de terre à planter ni de plantes à récolter, pas de savoir transmissible, pas de communion avec les esprits. Ce jardin ne peut que signifier ses caractéristiques. Chaque pièce suspendue ou posée au sol marque matériellement ses absences et interroge donc d'autres modes de vivre ces crises. En tant que méthode théorique, interroger la transformation du jardin créole est un mode de réflexion sur les manières possibles d'habiter un monde pollué. Mais cette réflexion ne peut pas devenir abstraite au point de négliger les conditions urgentes et tangibles qui nuisent à la santé des êtres vivants et des écosystèmes. La toxicité, l'urbanisation,
le capitalisme et la consommation, pour n'en citer que quelques-unes. Observer comment ces changements sont abordés, non seulement physiquement, mais aussi dans l'art et la littérature, est l'une des nombreuses façons d'envisager le présent sous un angle conscient, d'affronter les réalités polluées au lieu de les fuir, de repenser les solutions pour se reconnecter à la Terre, tout en s'adaptant à l'incertitude et au poison, et donc de s'ouvrir à des avenirs transformateurs.